J'avais l'habitude de penser que la famille était tout, que peu importe la gravité des choses, on prenait soin des siens. J'ai bâti ma vie autour de cette idée. J'enseigne l'anglais au lycée, ce n'est pas exactement un boulot à 6 chiffres, mais je me suis débrouillé, j'ai donné des cours particuliers en plus, j'ai travaillé pendant les vacances d'été, j'ai sauté des vacances. J'ai vécu chichement pour qu'il n'ait pas à le faire. Quand l'entreprise de bâtiment de mon père a fait faillite, j'ai payé l'hypothèque pour éviter la saisie de la maison. Quand mon frère s'est retrouvé en cure de désintoxication après un accident en état d'ivresse et une affaire de pilules, j'ai signé un chèque. Quand ma sœur a voulu ouvrir sa boutique de bougies Etsy et s'est fait arnaquer par son associé, je lui ai accordé un prêt sans condition, des milliers envolés, pas de contrat, pas de plainte, juste, je suis là pour toi. J'avais 32 ans, je vivais dans un studio loué, me contentant de poulet et de riz, tandis qu'il se baladait dans des voitures neuves, prenait des vacances, publiait des photos de brunch. Je n'ai rien dit. Je me suis dit qu'ils en avaient plus besoin, qu'un jour ils s'en souviendraient. Alors, quand ma mère a appelé en novembre et a dit, cette année, on fait petit, juste les frères et sœurs et les conjoints, j'ai ressenti un étrange mélange de déception et de soulagement. Je ne les avais pas beaucoup vus depuis l'été de toute façon. L'ambiance était bizarre depuis des mois. J'ai mis ça sur le compte du stress, ou peut-être du fait qu'on n'avait plus autant besoin de moi. Je me suis dit que j'allais juste profiter de la pause, passer Noël à lire, peut-être commander chinois, ne pas toucher à mon téléphone. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux le jour de Noël. Pas d'appel, pas de SMS, pas de joyeux Noël, juste le silence, qui ressemblait déjà à un coup de poing. 2 jours plus tard, j'ai reçu la carte. Enveloppe épaisse, impression glacée. Une de ces cartes postales de famille de vacances exagérées que les gens riches envoient, sauf que j'étais la raison pour laquelle ils pouvaient se permettre de la faire. Je me suis tenu dans ma cuisine, je l'ai ouverte d'un coup de pouce, et voilà. Joyeux Noël de la part des Thomson. Une immense photo de groupe, parfaitement éclairée, comme une pub Hallmark. J'ai compté 42 personnes, pas seulement les frères et sœurs et les conjoints. Il y avait ma cousine Rachel, dont il disait toujours qu'elle était trop toxique pour être fréquentée. Mon oncle Stan, qui n'était pas venu à une fête depuis 10 ans. La petite amie de mon frère, pas sa femme, tenant une coupe de champagne à côté de ma mère. L'amie de collège de ma sœur, dont je ne pensais même pas qu'elle habitait encore dans l'État. Et juste au milieu, au premier plan, il y avait Jen, mon ex. Nous étions ensemble depuis des années. Nous avons rompu après qu'elle a dit qu'elle ne pouvait plus gérer mes drames familiaux, que je les laissais me vider. Elle n'avait pas tort, mais ça m'a quand même anéanti quand elle est partie. Et maintenant, la voilà qui riait, souriait, tenait une assiette de haricots verts à la casserole de ma mère dans le salon de la maison que j'ai sauvée de la saisie, devant la cheminée que j'ai reconstruite à la main un été quand le foyer s'est fissuré, avec de l'argent que je n'avais pas. Pas d'appel, pas d'invitation, pas même un faux « j'aurais aimé que tu puisses être là ». Ils n'avaient pas oublié. Ils avaient prévu ça. Je suis resté là pendant peut-être 10 minutes. Pas en colère, pas triste, juste vide. Puis quelque chose a changé. J'ai marché jusqu'à mon ordinateur portable, j'ai ouvert le portail de voyage et j'ai bloqué la carte de vacances que je gérais pour eux. Ils avaient un voyage réservé à Aruba en mars, le tout avec des points que j'avais gagnés et transférés. Disparu. Puis je me suis connecté à l'application de livraison de courses, j'ai annulé leur commande hebdomadaire, j'ai supprimé le mode de paiement. J'ai ouvert l'application de maison intelligente et j'ai déconnecté leur Wi-Fi, leur thermostat, leur caméra de sécurité, le tout sous mon compte. Le matin, la conversation de groupe s'est allumée. Ma sœur m'a envoyé un SMS en premier. Tu as vraiment coupé toute la maison. Je n'ai pas répondu. Qu'ils restent assis dans cette maison froide et sombre où ils ont organisé leur fête. Qu'ils mâchent des spaghettis secs et regardent les murs. Qu'ils voient ce que c'est la vie sans moi. Parce que j'ai enfin réalisé quelque chose qui aurait dû être évident depuis longtemps. Ils ne te respectent pas quand tu dis toujours oui. Ils ne te remarquent que quand tu disparais. Et je ne faisais que commencer. Je n'ai pas répondu au SMS de ma sœur. Je l'ai laissé en lu. Elle a suivi avec quelques autres. Un point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe? Et finalement un long paragraphe sur le fait que c'était irresponsable de couper Internet alors que papa travaille à domicile maintenant. Je savais qu'il ne le faisait pas. Il était consultant, ce qui voulait dire faire défiler Facebook et jouer au poker en ligne depuis le canapé. À midi, ma mère a appelé. Je n'ai pas répondu.
Elle a laissé un message vocal, sa voix adoptant ce ton faussement calme qu'elle utilise quand elle est furieuse mais qu'elle veut paraître raisonnable. Quelque chose à propos du Wi-Fi qui ne fonctionne plus, du réfrigérateur qui perd la connexion, des courses qui ne sont jamais arrivées. Elle m'a demandé si je pouvais jeter un coup d'œil quand j'en aurais l'occasion. J'en ai eu l'occasion. Je m'en fichais juste. Ce soir-là, j'ai vérifié leur flux Ring, ou ce qui était autrefois le flux. Maintenant, c'était juste un écran noir. Je les imaginais appuyant sur les interrupteurs, redémarrant le routeur, se demandant pourquoi leur écho n'arrêtait pas de dire qu'elle ne pouvait pas se connecter. Mon frère pensait probablement qu'il s'agissait d'une panne de courant dans le quartier. Ma mère aurait blâmé Comcast, mais quelqu'un finirait par comprendre, et ils ont compris. Le deuxième soir, mon frère a envoyé un SMS, « Tu es un connard ». À celui-là, j'ai répondu, « Il faut en être un pour en reconnaître un ». Il a appelé immédiatement. J'ai laissé sonner. Puis il a envoyé un autre SMS. Un paragraphe cette fois m'accusant de détruire la famille pour rien et d'agir comme un psychopathe à cause d'une fête. Pour rien? J'ai fait une capture d'écran de la photo de groupe et je la lui ai renvoyée. Il m'a laissé en lu. Le lendemain matin, ils étaient désespérés. Ma sœur a appelé en pleurant, ou en essayant de le faire croire, disant qu'il n'avait pas pu passer de commande de nourriture. Le thermostat ne fonctionnait pas. La maison était glaciale. La télé ne voulait rien charger. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'aucun d'eux n'avait jamais jeté un coup d'œil au système que j'avais construit pour eux. Ils les utilisaient juste comme ils m'utilisaient. Au troisième jour, le ton a changé. Plus de culpabilisation, plus de reproches. Maintenant, c'était le mode excuse. Ma mère a envoyé un SMS, « Je pense qu'on doit parler, s'il te plaît. » Puis un suivi, « On n'a jamais voulu te blesser. » Elle n'a pas dit qu'ils étaient désolés, juste qu'ils n'avaient pas voulu me blesser, ce qui est une astuce classique, renvoyant la faute sur mes sentiments. Comme si le problème n'était pas ce qu'ils avaient fait, mais la façon dont je l'avais pris. Ils n'ont pas compris que ce n'était pas à propos du Wi-Fi, des courses ou du voyage à Aruba que je venais d'annuler et de réserver pour moi. C'était à propos d'années passées à être utile au lieu d'être valorisé. J'ai décidé de faire une dernière chose. La serrure intelligente était toujours sur mon compte, alors j'ai changé le code d'accès. 10 minutes plus tard, j'ai reçu un appel, mon père. Je n'ai pas répondu, mais j'ai regardé sur l'application pendant qu'il se tenait devant la porte d'entrée en peignoir, enfonçant des chiffres dans le clavier. Mauvais code. Mauvais code. Mauvais code. Puis il a essayé d'appeler à nouveau. Cette fois, j'ai répondu, j'ai dit un mot, non, et j'ai raccroché. Il devrait trouver comment réinitialiser le système sans moi. Au début, ce n'était jamais une question de vengeance, mais maintenant que j'avais goûté à la tranquillité que pouvait être la vie sans les porter sur mon dos, je n'étais pas sûr de vouloir revenir en arrière. Et je n'avais même pas encore ouvert le coffre-fort. Je savais que je finirais par retourner à la maison, pas pour eux, pas pour parler ou expliquer ou pardonner, mais pour moi, pour en finir, pour les derniers morceaux que j'avais laissés derrière moi dans cet endroit que je considérais autrefois comme un foyer. Il n'avait pas changé le code de la porte d'entrée. Je ne sais pas si c'était de l'arrogance ou de l'oubli, mais j'ai tapé les mêmes 6 chiffres et je suis entré dans le silence. C'était étrange d'être là sans personne autour. Pas de musique, pas d'odeur de nourriture. Le chauffage était toujours éteint. L'endroit ressemblait à un musée, figé dans le temps, mais dépouillé de vie. Je suis allé directement au placard dans ce qui était autrefois ma chambre. La plupart de mes affaires avaient disparu, mais le coffre-fort était toujours là, rangé derrière une pile de vieux jeux de société et de boîtes étiquetées décorations de Noël. C'était le genre de coffre-fort qu'on achète chez Office Depot. Rien d'extravagant, mais il contenait tout. Je ne l'avais pas ouvert depuis près de 2 ans. À l'intérieur se trouvaient mes papiers personnels, mon certificat de naissance, mon passeport, le titre de propriété de ma voiture, mais aussi soigneusement organisé dans des dossiers, des reçus. Des dizaines et des dizaines d'impressions de ma banque. Des transferts Venmo. Des emails de mon père me demandant un coup de pouce rapide pour passer le mois. Des SMS de ma sœur me suppliant de l'aider un peu à couvrir la compte du bail de la boutique de bougies. L'un des dossiers était plus épais que les autres. À l'intérieur se trouvaient des copies de chaque paiement hypothécaire que j'avais effectué depuis 2019. Je les avais surlignés, datés. Il y avait même quelques anciens relevés montrant à quel point ils étaient en retard avant que je n'intervienne. Ce n'était pas de la charité.
C'était moi qui essayais de maintenir les choses en place. Je ne savais pas pourquoi j'avais gardé tout ça. Peut-être que j'attendais que quelqu'un oublie. Peut-être qu'une partie de moi a toujours su qu'il le ferait. Puis j'ai vu quelque chose qui ne collait pas. Une nouvelle enveloppe glissée à l'arrière. Mon nom écrit sur le devant de l'enveloppe de l'écriture de ma mère. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un document légal, un formulaire de transfert de propriété, notarié, daté et enregistré. Ils avaient retiré mon nom de l'acte de propriété de la maison. C'est arrivé en août dernier, juste après que j'ai payé leurs impôts fonciers impayés pour empêcher le comté de la mettre aux enchères. 2 semaines après cela, ils ont fait déposer des documents par un avocat pour me retirer du titre. Pas d'appel, pas de conversation, pas d'avertissement, juste disparu, comme si je n'avais jamais existé. Le document indiquait mon père et ma mère comme seuls propriétaires. Je n'ai même jamais reçu de copie. Ça m'a touché plus fort que la photo de Noël, plus fort que de voir mon ex sur leur canapé. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'exclusion. C'était de la trahison. Coordonnée, délibérée. Ils ont attendu que je les sauve, puis ils m'ont effacé. Je suis resté assis là pendant longtemps sur le plancher de la chambre, le dossier sur mes genoux. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même plus choqué. J'avais dépassé ça. J'étais calme. J'ai laissé le coffre-fort ouvert et je suis sorti de la maison avec les documents dont j'avais besoin, je suis retourné à mon appartement et j'ai appelé un avocat, quelqu'un que je connaissais par l'intermédiaire d'un ami enseignant qui avait vécu un mauvais divorce. Il était direct, vif et n'avait aucune patience pour les conneries. J'ai tout expliqué, j'ai envoyé les reçus scannés, les SMS, les transferts bancaires, et enfin le transfert de l'acte. Il n'a pas hésité. Vous avez assez de preuves ici pour les enterrer. Au minimum, vous pouvez bloquer leurs avoirs, éventuellement récupérer une partie de la maison. Au moins, ils passeront l'année prochaine à expliquer cela à un juge. Nous avons déposé les documents 2 jours plus tard. Le vendredi matin, ils ont été servis. Ma mère a été la première à appeler, 3 fois de suite. Je n'ai pas répondu. Puis un SMS. Peter, on doit parler. S'il te plaît. Je ne sais pas ce qui se passe, mais quelque chose est arrivé par la poste. J'ai ignoré. Mon père m'a envoyé un email pour la première fois depuis des années, il a juste dit, « Qu'est-ce que tu fais ?» Pas de point d'interrogation, comme s'il ne pouvait pas croire que j'avais le culot. Je n'ai pas répondu. Ma sœur a laissé un message vocal. Elle a dit qu'ils avaient fait une erreur, que ce n'était pas voulu comme ça, que ça pourrait tout gâcher. Ce n'était pas une erreur. C'était une décision. Et maintenant, ils en affrontaient le prix. Ils disaient que j'étais la colle qui maintenait la famille unie. Peut-être que c'était vrai. Mais la colle ne fonctionne que quand les gens veulent vraiment rester ensemble. Maintenant, ils allaient devoir apprendre ce que c'est que de voir tout s'effondrer sans que je ne le maintienne en place. On dit que le sang est plus épais que l'eau, mais on ne termine jamais la citation. En fait, le sang de l'alliance est plus épais que l'eau du ventre maternel. J'avais l'habitude d'ignorer des conneries comme ça. Maintenant, ça me semblait être la seule chose vraie qui restait. La 2e semaine après le dépôt des documents, leur monde a commencé à changer. Mon avocat était rapide, efficace. Il a mis un blocage temporaire sur la valeur nette de la maison, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas refinancer, emprunter sur elle ou la vendre sans un examen de la propriété. Cela a déclenché un audit des registres de propriété et de la chronologie de la façon dont le transfert s'était produit. Et comme j'avais fourni la preuve des contributions financières avec chaque dollar horodaté et documenté, il ne pouvait pas simplement l'ignorer. Ce n'était pas juste un petit acte de vengeance. C'était légal, méthodique, mesuré. Ils ont essayé de faire les innocents au début. Je le sais parce que mon avocat m'a transmis une lettre que leur avocat a envoyée en réponse à notre dépôt. Elle était pleine d'un langage soigneusement vague comme une incompréhension au sein de la famille et la mauvaise interprétation de Peter de son rôle dans les finances du ménage. Il pensait vraiment que je me coucherais simplement une fois qu'un vrai cabinet s'en mêlerait. Faux. Je suis resté silencieux pendant des années, j'ai encaissé les coups, j'ai payé les factures, j'ai avalé les insultes. Ils ont pris ça pour de la faiblesse. Maintenant, ils voyaient l'autre côté du silence. La 3e semaine, mon frère a appelé, pour la première fois depuis près de 6 mois. Il a laissé un message vocal, « Ok, mec. C'est hors de contrôle.
Tu es en train de faire exploser la famille pour quelque chose qui aurait pu être réglé avec une conversation. Voilà ce mot encore, conversation. Comme si c'était moi qui les avais fantomés. Comme si c'était moi qui les avais laissés de côté sur la photo de Noël. Comme si c'était moi qui avais volé une maison à quelqu'un qui l'avait sauvée. Non. Ma sœur m'a envoyé une note vocale ensuite. Je ne l'ai pas ouverte, je l'ai juste supprimée. La seule chose que j'ai lue était un email de ma mère. Il commençait par « On est désolé ». Puis « Mais si tu continues avec ça, on va tout perdre ». J'ai lu ça 2 fois. Pas « On est désolé pour ce qu'on a fait », pas « On a eu tort », juste « On va tout perdre ». Il ne comprenait pas. Il pensait encore que c'était à propos de choses, à propos de la maison, à propos d'argent. Ce n'était pas le cas. Il s'agissait de la façon dont il me voyait comme un outil, pas comme une personne. Un poste sur une feuille de calcul. Un robinet qu'il pouvait ouvrir quand les choses allaient mal et ignorer quand les choses allaient bien. Alors, j'ai répondu à l'email de ma mère par une seule ligne, « J'ai tout perdu pour vous mettre à l'aise. Maintenant, c'est votre tour. » Après ça, le ton a complètement changé. Leur avocat a essayé de négocier, a offert une part partielle de la valeur nette, un règlement en espèces, a dit qu'on pourrait peut-être parvenir à une conclusion amiable. Mon avocat m'a demandé si je voulais accepter un règlement. J'ai dit non. Je voulais que ça aille au tribunal. Je voulais les dépositions. Je voulais que ma mère et mon père s'assoient sous serment et expliquent à un juge comment ils ont tranquillement coupé leur propre fils d'une maison qu'il a payée. Je voulais montrer la carte de Noël au tribunal, les 42 personnes, mon ex. Je voulais que ce soit enregistré. La seule fois où j'ai ressenti une lueur d'hésitation, c'est quand je suis repassé devant la maison quelques semaines plus tard, juste en voiture. La lumière du porche était éteinte. La pelouse n'avait pas été tondue. Il y avait un avis de retard de la ville collé à la fenêtre. Mais je ne me suis pas arrêté. Ils ont clairement fait comprendre que je ne faisais plus partie de la famille. Je ne faisais que rendre la chose officielle. Ils ont traîné les pieds aussi longtemps qu'ils ont pu. Leur avocat a demandé des reports 2 fois, une fois en invoquant une maladie, une fois en disant qu'ils avaient besoin de plus de temps pour rassembler les documents. Les 2 fois ont été refusés. Mon avocat était implacable et les preuves étaient irréfutables. La date du procès a été fixée à la mi-mai. Je n'ai dit à personne au travail de quoi il s'agissait. J'ai pris un congé personnel, je leur ai dit que c'était une affaire de famille, ce qui techniquement n'était pas un mensonge. Je me suis présenté au tribunal dans un costume basique. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste propre, présentable. Je les ai vus dans le couloir en entrant. Mes parents avaient l'air plus petits, pas seulement plus vieux, plus petits, comme si le poids d'être exposé les avait physiquement comprimés. Ma sœur ne voulait pas croiser mon regard. Mon frère avait l'air en colère, comme si c'était moi qui traînais leur nom dans la boue. C'était une petite audience civile. Pas de jury, juste un juge, un greffier et une paire d'avocats qui ne pouvaient pas être plus différents. Leur avocat, tout en brillance et en excuses, le mien, calme, concentré avec des dossiers étiquetés par date et source. Le juge a posé une question simple pour commencer, quelqu'un peut-il expliquer pourquoi le plaignant a été retiré de l'acte de propriété sans qu'il le sache malgré des contributions financières documentées? Leur avocat s'est lancé dans une dérive de dérobade, suggérant qu'il s'agissait d'un malentendu, qu'il n'y avait pas d'accord formel et aucune preuve d'intention. Mon avocat a fait glisser un email imprimé de mon père datant de l'année où j'ai couvert l'hypothèque me remerciant d'avoir maintenu la maison à flot et disant « On n'aurait pas pu garder les lumières allumées sans toi ». Puis est venue la feuille de calcul, chaque paiement, chaque dépôt, chaque note que j'avais prise, même les messages Venmo. Nous avons également soumis la carte de Noël. 42 personnes, aucune d'entre elles n'étant moi. J'ai regardé mes parents se tordre pendant que le juge lisait tout ça. Puis est venue la meilleure partie. J'avais un clip audio. J'avais presque oublié ça, mais mon téléphone avait automatiquement enregistré une conversation d'il y a 2 ans. Ma mère avait appelé pour me demander si je pouvais couvrir la réparation du toit. Pendant l'appel, elle a dit « Je sais que c'est autant ta maison que la nôtre maintenant. C'est pour ça que je te le demande. » Mon avocat a joué ce clip de 15 secondes en entier. Le juge les a regardés et a dit « Donc, l'accusé a verbalement reconnu la copropriété en échange d'un soutien financier. » Ils n'ont pas répondu, sont restés assis là, le visage comme du papier mouillé. À la fin de l'audience, c'était clair. Le juge a tranché en ma faveur.
Pas la pleine propriété, je ne l'avais pas demandé, juste une participation de 50% dans la propriété et une compensation financière pour exclusion illégale et fausse déclaration dans un accord financier privé. Cela signifiait qu'il ne pouvait pas vendre, refinancer ou changer quoi que ce soit à la maison sans mon consentement, et il me devait un peu plus de 87 000 $. Il ne l'avait pas. Soit la maison serait mise sur le marché, soit je commencerais à percevoir des paiements avec des intérêts jusqu'à ce que ce soit réglé. S'il faisait défaut, je pouvais déposer une demande de privilège. Quand le juge a ajourné l'audience, je ne les ai pas regardés. Je suis sorti en respirant l'air froid comme si c'était la première vraie inspiration que je prenais depuis des années. Pas de discours de victoire, pas de SMS de satisfaction, juste le bruit de la portière de ma voiture qui se fermait et le retour à un appartement tranquille où j'aimais vraiment vivre. Ce soir-là, j'ai finalement écouté le message vocal que ma mère avait laissé avant la date du procès. Elle a dit qu'elle m'aimait toujours, que la famille se bat, mais que le sang est plus épais. Je l'ai supprimé. Elle avait tort. Le respect est plus épais. Les limites sont plus épaisses. L'estime de soi est plus épaisse. Et pour la première fois de ma vie, j'avais les trois. Une semaine après que le juge a signé les documents finaux, le panneau « À vendre » a été installé. Mes parents n'ont pas appelé pour me le dire. Ils n'avaient pas besoin de le faire. J'ai reçu une alerte Zillow. J'avais enregistré l'adresse il y a des années, à l'époque où j'essayais encore de comprendre si je pourrais un jour m'offrir quelque chose à moi. Les photos m'ont frappé comme une gifle froide. L'annonce montrait chaque centimètre de cette maison, le salon avec la cheminée que j'ai reconstruite à la main, la cuisine avec le dosseret que j'ai carrelé pendant 2 longs week-ends, même le Porsche que j'ai retint un été où j'étais entre 2 emplois. La légende disait, charmante maison de 4 chambres dans un quartier recherché. Vendeur motivé. Motivé, c'est le mot. Il n'avait pas les moyens de me racheter. Et après la décision, la maison ne pouvait pas être touchée sans ma signature. Pas de refinancement, pas de prêt, pas de rénovation, juste une impasse juridique jusqu'à ce qu'un camp cligne des yeux. Ils ont cligné des yeux. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas répondu au 3e email de ma mère. Je n'ai pas accusé réception du SMS que mon père a envoyé et qui disait juste « On déménage ». J'espère que tu es content. Pas de point d'interrogation. Comme avant. Je n'étais pas joyeusement heureux, pas narquoisement heureux, juste calme, libre, heureux de la manière dont une personne se sent quand elle cesse de porter quelque chose qui l'écrasait doucement. La maison a été vendue en moins de 3 semaines. Marché chaud. Grand jardin. Excellent secteur scolaire. Ils ont obtenu un prix décent. Après les frais et leur moitié de la dette, je suis reparti avec 112 000 $. La banque l'a viré sur mon compte un mardi matin. Je n'en ai parlé à personne. J'ai quitté le travail cet après-midi-là et je suis allé directement dans un petit quartier que j'avais repéré depuis 1 an. J'ai trouvé un appartement de 2 chambres avec un petit jardin, pas d'association de propriétaires, et un voisin qui répare des motos dans son allée mais qui fait toujours signe quand on passe devant. J'ai fait une offre ce jour-là, tout en espèces. Elle a été conclue en 9 jours. Et juste comme ça, j'avais un foyer, pas une maison pleine de fantômes et de culpabilité et d'obligations forcées. Un foyer. Plus d'appels tard dans la nuit pour demander de l'argent. Plus de fêtes maladroites. Plus de marches sur des œufs en attendant que quelqu'un me rappelle que je n'étais utile que lorsque mon portefeuille était ouvert. J'ai filmé lentement mon nouvel endroit, j'ai choisi les meubles que j'aimais, j'ai peint les murs moi-même, j'ai acheté un canapé qui n'était pas en solde parce que ma sœur aimait le tissu. C'était la première fois que je créais quelque chose d'entièrement à moi. Pas de conditions, pas de compte partagé, pas de fausse gratitude. Quelques semaines plus tard, ma sœur a envoyé un long message sur Facebook. Elle a dit que la façon dont nous étions avant lui manquait, qu'elle voulait renouer, que la vie est trop courte pour garder rancune. Je l'ai regardé pendant longtemps. Puis j'ai archivé la conversation. Je ne l'ai pas bloqué. Je ne me suis pas emporté. Je l'ai juste laissé partir, comme un ballon qui avait dérivé trop loin pour pouvoir être rattrapé. Une partie de moi aura toujours le cœur brisé pour la version 2 en laquelle je croyais autrefois, la famille que je pensais avoir, les parents qui, je croyais, me voyaient, pas seulement ce que je pouvais donner. Mais c'est ça le problème avec les illusions. Elles ne tiennent que tant qu'on les laisse tenir. Cette année pour Noël, je n'enverrai pas de cartes. Je n'assisterai à aucune petite réunion avec seulement les frères et sœurs et les conjoints.
Je serai en Islande à boire du café dans une cabane tranquille pendant que le ciel danse et que des vagues vertes déferlent au-dessus. Et je ne penserai pas à qui n'appelle pas ou à qui réalise enfin ce qu'ils ont perdu parce que je serai trop occupé à vivre la vie que j'ai dû brûler pour enfin construire. 3 mois s'étaient écoulés depuis la clôture de la vente et 2 depuis que j'avais emménagé dans le nouvel endroit. Le silence avait été un bonheur. Pas de voyage de culpabilisation, pas de demande voilée, pas d'obligation déguisée en invitation. J'ai passé mes soirées à corriger des copies, à planter des herbes dans le petit jardin et à planifier mon voyage en Islande. Puis, la semaine dernière, j'ai reçu une lettre, du vrai courrier, une adresse de retour manuscrite, de Jen. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir. Mon instinct me disait que ça ne pouvait pas être bon. Rien du passé ne l'avait été, mais la curiosité l'a emporté. Je me suis assis sur le porche et je l'ai ouverte avec un couteau que j'utilise pour ouvrir les boîtes. C'était 2 pages, une écriture cursive soignée, pas d'excuses. Elle a écrit qu'elle n'était pas au courant de la fête de Noël avant le jour même, qu'elle avait été invitée par ma sœur à la dernière minute et qu'on lui avait dit que je ne serais pas là. Elle a dit qu'elle n'aurait pas dû y aller, mais elle l'a fait. Elle a dit qu'elle avait vu la photo plus tard et qu'elle avait immédiatement su ce qui s'était passé. Elle a terminé la lettre comme ceci: je ne sais pas quel genre de clôture tu recherches, mais je voulais que tu saches que la version de toi qu'ils ont effacée est celle que j'ai le plus respectée. Tu n'as rien perdu en partant. Tu as juste arrêté de saigner pour des gens qui n'arrêteraient pas de couper. J'ai plié la lettre et je l'ai mise dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Mais pour la première fois depuis tout ça, l'exclusion, la trahison, la guerre juridique, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas encore ressenti. Pas seulement la paix, la fierté, parce que je vivais enfin une vie que personne d'autre ne pouvait détourner. Et même le passé ne pouvait plus la toucher maintenant.